Il existe une sorte de force que personne ne voit, la force de ceux qui ont appris à ne pas s'effondrer. La femme qui porte tout seul le sait, ce n'est pas de la fierté, c'est de la survie. Mais que se passe-t-il lorsque cette force devient une prison? Lorsque le corps se met à hurler ce que l'âme a tenté de cacher pendant des années? Carl Jung disait que « ce que vous niez vous domine ». Et c'est précisément ce dont parle cette vidéo. Ce moment où l'inconscient décide de parler et où plus rien ne peut être ignoré. Aujourd'hui, vous comprendrez la véritable signification de la force, ce que le corps essaie de dire lorsque l'esprit est silencieux, et pourquoi le silence peut être le début de la guérison. Restez jusqu'à la fin, car la révélation à la fin pourrait complètement changer la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez votre passé. Le début du voyage de celui qui porte le monde. Il existe une forme de fatigue qui ne se traduit ni par les mots, ni par les examens médicaux. C'est une fatigue qui vit dans les yeux, dans le poids des épaules, dans le rythme de la respiration. C'est la fatigue d'une femme qui a toujours eu besoin d'être forte seule. Et pourtant, quand on lui demande si tout va bien, elle sourit. Elle sourit parce qu'elle a appris que montrer sa faiblesse revient à ouvrir la porte à l'effondrement. Et l'effondrement n'a jamais été envisageable. Mais le corps, sage et patient, connaît la vérité que l'esprit s'obstine à cacher. Nul ne peut maintenir le monde uni aussi longtemps sans que quelque chose, au fond de lui, ne commence à s'effondrer. Elle se réveille chaque jour avec l'impression d'être en retard dans une vie qu'elle n'a pas souhaitée. Elle prépare du café, travaille, remplit ses obligations, aide les autres, et tandis que le monde la qualifie d'admirable, elle ressent le vide d'une âme qui ne s'est pas sentie aimée depuis longtemps, seulement nécessaire. C'est une différence subtile, mais dévastatrice. Aimée est la femme qui peut être humaine. Nécessaire est celle qui doit continuer à fonctionner, même brisée intérieurement. Carl Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient revient comme destin. Et c'est peut-être exactement ce qui lui est arrivé. Sa force qui semblait une bénédiction est devenue une prison. Ce qui était autrefois une vertu est désormais une compulsion, car à un moment de son enfance, lorsque le monde l'a abandonnée, elle a compris, toute petite, qu'être forte était le seul moyen d'éviter de disparaître. Et depuis, la force est devenue une armure qu'elle n'a jamais su comment ôter. Mais que se passe-t-il lorsque ce qui protège emprisonne aussi? Lorsque le bouclier lui-même devient une chaîne? C'est dans ce dilemme invisible qu'elle vit. À l'extérieur, compétente. À l'intérieur, fragmentée. Il y a des nuits où le silence semble hurler. Elle s'allonge, et le poids de l'oreiller est aussi lourd que la vie elle-même. Trop lourd pour un cœur qui ne demandait qu'à se reposer. Le plus curieux, c'est que son entourage la remarque rarement. Il la voit comme un modèle, l'ami qui conseille, la fille qui résout les problèmes, la professionnelle qui ne faillit jamais. Et cette image devient si convaincante que même elle commence à y croire. Mais son corps, cette narratrice qui ne ment jamais, commence à se manifester. L'insomnie s'installe comme une visiteuse indésirable. Sa poitrine se serre sans raison. Son cœur s'emballe par moments. Et, même épuisée, elle continue. Car s'arrêter signifierait affronter quelque chose de bien plus effrayant. Son propre vide. Jung appelait cela l'appel de l'inconscient. Cette force cachée dans la psyché qui tente, par tous les moyens, de faire remonter à la surface ce qui a été refoulé. Et lorsque nous ignorons cet appel, il devient plus fort, plus insistant, plus douloureux. C'est comme si l'âme, lasse d'attendre, se mettait à frapper à la porte du corps pour se faire entendre. Elle n'en a pas conscience, mais elle le ressent. Elle sent quelque chose en elle qui implore d'être reconnue, comme un enfant perdu dans une pièce sombre, appelant doucement à l'aide. Et pourtant, elle résiste. Après tout, qui serait-elle sans cette image de force? Que resterait-il si elle abandonnait le rôle de la femme qui endure tout? Le problème est que chaque personnage, terme employé par Jung pour décrire le rôle que nous jouons dans le monde, a un prix. Le sien a eu un prix élevé. Il lui a coûté sa spontanéité, sa vulnérabilité, la légèreté de l'être. En retour, elle a gagné l'admiration, mais s'est perdue elle-même. Et, au milieu de cette contradiction, quelque chose commence à s'effondrer silencieusement. Elle réalise qu'elle est entourée de gens mais se sent seule, qu'elle est aimée mais incomprise, qu'elle est louée, mais personne ne semble la voir vraiment.
Cette solitude au milieu de la foule est la pire de toutes. La solitude de quelqu'un qui n'a jamais été vraiment vu. Jung disait que la plus grande souffrance humaine est d'être déconnectée de son âme. Et c'est exactement ce qu'elle vit. Une part d'elle-même, peut-être cachée depuis l'enfance, aspire à l'étreinte, au repos, à la permission d'être petite. Mais cette part a été exilée il y a longtemps, enfermée derrière un mur de force. Et chaque fois qu'elle tente de s'exprimer, elle est réduite au silence par cette voix intérieure qui lui dit « Tiens bon, tu l'as toujours fait ». Elle se souvient de moments vagues, une enfance, où elle pleurait seule, sans personne pour lui expliquer que l'amour ne devrait pas faire si mal. Une mère présente physiquement, mais distante d'esprit. Un père trop occupé pour comprendre à quel point elle avait besoin d'être vue. Et c'est là, sans que personne ne s'en aperçoive, qu'elle fit un vœu silencieux. Je n'aurai plus jamais besoin de personne. Mais le prix de ce serment est élevé. Au fil des ans, elle devient ce que Jung appellerait l'archétype de l'héroïne blessée, celle qui sauve tout le monde sauf elle-même. Elle s'habitue à être le roc des autres, le phare dans la tempête, le filet de sécurité, mais qui maintient le phare stable lorsqu'il commence à se fissurer. Il y a quelque chose de profondément tragique et de beau chez cette femme. Elle porte en elle une force ancestrale, mais aussi une douleur ancestrale. Elle est le reflet d'une lignée de femmes qui ont dû être fortes parce que personne ne les soutenait. Celles qui ont appris à sourire au milieu du chaos, à préparer le dîner tandis que leur cœur saignait en silence. Et sans s'en rendre compte, elle hérite non seulement des traumatismes, mais aussi du pacte silencieux de résistance. Mais toute résistance a ses limites. Le corps, l'inconscient, l'âme, tout conspire pour l'arrêter, pour la forcer à regarder, pour la forcer à ressentir. La vie, avec sa sagesse déguisée en hasard, commence à créer de petits effondrements, une relation qui se termine sans explication, un travail qui perd son sens, une amitié qui se dissout. Tout semble s'effondrer, mais en réalité, c'est une invitation. Une invitation à regarder ce qu'elle a passé sa vie à éviter. Et c'est à ce moment-là que le malaise grandit, car, pour la première fois, elle réalise que sa force n'est peut-être pas la vertu, mais une armure. Et cette armure, tout en la protégeant, empêche aussi le contact, l'amour et la chaleur. Elle commence à se demander « Et si ce que j'appelle force n'était en fait que de la peur déguisée en courage ?» Les réponses ne viennent pas rapidement. Elles ne viennent jamais. Jung disait que l'inconscient parle en symboles, en rêves, en symptômes, et que le silence est nécessaire pour l'entendre. Mais le silence est ce qui effraie le plus. Il résonne trop. Il ravive des souvenirs, des fragments, des douleurs qu'elle a tenté d'oublier. Et pourtant, c'est là que réside la vérité. Une nuit, alors que tout le monde dort, elle se retrouve seule devant le miroir. Son reflet la fixe comme une étrangère. Quelque chose dans son regard l'effraie. Une tendresse ancestrale, presque enfantine. L'espace d'un instant, la femme forte disparaît, et seule une jeune fille effrayée émerge implorant d'être entendue. Et c'est à cet instant que le premier fil de son armure se brise. Il n'y a pas de tonnerre, pas de miracle, juste une petite fissure. Mais à travers elle, la lumière commence à briller, et quelque chose en elle, longtemps endormie, s'éveille. Ce n'est ni la colère, ni la tristesse. C'est un souvenir, le souvenir de ce que signifie être entier. Et puis une pensée inattendue la traverse comme un murmure. Peut-être que le véritable acte de courage n'est pas de rester fort, mais de s'autoriser à être vulnérable. Peut-être que le remède n'est pas de résister, mais de céder. Elle ne comprend pas pleinement ce que cela signifie, mais quelque chose change. Une force différente, douce, presque sacrée, commence à émerger en elle. Et pour la première fois depuis des années, elle ne ressent pas l'obligation de continuer, mais la permission d'exister, tout simplement. Alors que l'horloge avance silencieusement vers l'aube, elle réalise, peut-être que le début de la guérison n'est pas la force, mais l'effondrement. Et sans s'en rendre compte, un léger sourire éclaire son visage fatigué, ce même visage que le monde qualifie de fort. Mais il y a désormais quelque chose de nouveau en lui, une sérénité troublante, comme si quelqu'un savait que quelque chose en lui allait changer à jamais. D'où regardez-vous cette vidéo maintenant? Le poids invisible de la force. Il y a des douleurs qui ne crient pas. Elles murmurent au fond de la poitrine, cachées parmi les routines de ceux qui ont toujours dû paraître bons. Des douleurs qui se déguisent en efficacité, productivité, indépendance. Et c'est ainsi qu'elle a grandi.
transformant les blessures en compétences, les larmes en objectifs, le besoin en contrôle. Le monde lui a appris trop tôt que la dépendance est dangereuse, que les pleurs sont une faiblesse, que trop ressentir est une invitation à l'abandon. Alors elle a appris à tout contenir, à ravaler ses larmes et à sourire, à nettoyer son propre sol et celui des autres, à se lever même quand personne ne lui demandait si elle voulait rester debout. Carl Jung disait que les blessures de l'enfance ne disparaissent pas, elles se déguisent en destin. Et les siennes sont devenues le fondement de la femme que tout le monde admire, mais que personne ne connaît vraiment. À l'extérieur, un portrait d'équilibre. À l'intérieur, un cœur en guerre. Car quelque part entre 7 et 15 ans, quelque chose en elle s'est brisé silencieusement. Et alors, elle a fait ce que fait tout enfant intelligent. Elle s'est construit un rôle pour survivre. Elle est devenue adulte avant l'heure. Elle est devenue le soutien de ceux qui auraient dû la soutenir. Elle est devenue le lien invisible qui maintenait tout le monde debout, sauf elle. C'est le paradoxe que Jung décrit comme la naissance de personnes, le visage social que nous utilisons pour affronter le monde. Mais pour elle, ce personnage n'était jamais un masque, c'était un bouclier. Chaque « je peux gérer ça » était en réalité un appel à l'aide étouffée. Chaque « c'est bon » masquait la peur de ne pas être aimée si elle disait « non ». Et c'est ainsi qu'elle devint la forteresse, la fille responsable, l'amie compréhensive, l'employée exemplaire. Et tout le monde s'habitua à cette version d'elle, à tel point qu'ils oublièrent de demander qui se cachait derrière la forteresse. Il y a une différence entre être fort et être alerte. La force vient de l'âme, la vigilance vient du traumatisme, et elle ne faisait pas la différence. Elle vivait dans un état d'alerte constant, comme si le monde pouvait s'effondrer à tout moment et qu'elle devait tout maintenir. Son corps s'adaptait. Muscles tendus, respiration retenue, sommeil léger. Son esprit, toujours en ébullition, avait appris à anticiper le chaos avant qu'il ne survienne. Ce n'était pas un don, c'était une question de survie. Mais vivre toujours prêt à un prix. Le système nerveux n'est pas fait pour être constamment en guerre. Et peu à peu, le corps a commencé à montrer des signes. D'abord l'insomnie, puis l'épuisement. Plus tard, le vide. Non pas le vide philosophique qui inspire les poètes, mais le vide qui consume. Le genre de vide qui rend l'air lourd et l'avenir comme une lassitude anticipée. Elle a tout essayé. Méditation, liste de gratitude, citations motivantes. Mais rien ne semblait percer son armure de béton. Car le problème n'était pas dans le présent, mais dans le passé. Jung disait, « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. » Et c'est l'inconscient qui a commencé à réclamer son attention. Le passé ne disparaît pas. Il change simplement de forme. Et le sien est réapparu chez les personnes qu'elle a choisies, dans les amours qu'elle avait besoin de sauver, chez les amis qui en demandaient trop, dans les relations où elle donnait toujours tout et recevait des miettes. Car répéter la douleur est une façon inconsciente de la réparer. C'est ce que Jung appelait « compulsion de répétition ». L'enfant blessé recrée le scénario de l'absence, espérant que cette fois, quelqu'un restera. Mais personne ne reste, car l'absence n'est plus extérieure, elle est intérieure. Elle tomba amoureuse de gens qui la faisaient se sentir invisible. Elle pensait que c'était un coup de malchance, mais c'était un miroir, car l'amour qu'elle donnait était le même qu'elle avait toujours voulu recevoir. Un amour qui ne la quittait pas. Et chaque fois qu'elle était quittée, la vieille blessure saignait à nouveau, confirmant la thèse que son traumatisme répétait silencieusement. « Tu n'es pas assez ». Mais il y avait quelque chose de curieux. Même dans ses chutes les plus profondes, quelque chose en elle demeurait intact. Une petite voix qui ne disait pas « Attends », mais « Regarde ». C'était le soi, le centre spirituel dont parlait Jung. La part qui ne tombe jamais malade, ne dort jamais, n'abandonne jamais. Et cette voix de plus en plus forte commença à susciter des questions dérangeantes. Que se passerait-il si elle cessait d'être la sauveuse? Qui serait-elle sans son rôle de réparatrice du monde? Les questions étaient accompagnées de peur, car si la force est ce qui la définit, que lui reste-t-il lorsqu'elle ne peut plus la supporter? Le vide, la chute, ou peut-être la vérité. La peur de tomber a toujours été plus forte que la douleur de rester debout. Mais le corps ne peut supporter éternellement ce que le cœur refuse. Et le cœur commença à exiger l'abandon. Elle se surprit à pleurer pour des raisons futiles. Une chanson, un geste, un silence. Et au lieu de se culpabiliser, il commença à le laisser faire. Les larmes,
qui avaient été auparavant un signe de faiblesse, lui parurent désormais comme une purification, car la vraie force ne résidait peut-être pas dans la résistance à la douleur, mais dans sa capacité à la surmonter. Jung croyait que l'âme humaine recherche l'équilibre, même si elle doit détruire le confort pour le trouver. Et c'est ce que fait l'inconscient. Il démantèle le faux pour révéler le vrai. La femme qui avait appris à être une forteresse commença, sans s'en rendre compte, à s'effondrer de l'intérieur. Mais ce n'était pas une destruction, c'était une transformation. L'effondrement ne marquait pas la fin, c'était une naissance. À ce stade, le monde extérieur devient un miroir déformé. On la qualifie de différente. On la dit plus distante, plus introspective. Mais pour la première fois, elle ne ressent pas le besoin d'expliquer quoi que ce soit. Car ce qui se passe est invisible, c'est souterrain. C'est une excavation de l'âme. Parfois, elle ressent de la colère d'avoir tant porté, d'avoir été forte alors qu'elle ne désirait qu'être portée. Et cette colère, auparavant réprimée, est désormais reconnue. Car Jung disait que même l'ombre, tout ce que nous nions, est une part essentielle de la plénitude. Et dans la colère, il y a la vie, il y a l'énergie, il y a la vérité. Elle commence à comprendre qu'elle n'a plus besoin de prouver sa valeur, qu'elle n'a pas besoin de sauver qui que ce soit pour être digne, que le véritable amour ne se gagne pas par l'utilité, mais par la présence. Et cette compréhension est si simple, et pourtant si révolutionnaire qu'elle en est effrayante. Elle découvre alors que le contraire d'être fort n'est pas d'être faible, mais d'être entier. Car être entier, c'est accepter les parties fragiles, vulnérables et fatiguées de soi-même. C'est s'autoriser à être humain, et non un monument de maîtrise de soi. Mais l'esprit, habitué à la logique de la performance, résiste. Et si je me relâche, et que tout s'écroule, se demande-t-il. Et si personne ne se soucie de moi, murmure la plus vieille peur. La réponse silencieuse vient de l'intérieur. Alors, enfin, tu découvriras ce que c'est que d'être prise en charge, par toi. Et c'est ainsi, par petits gestes, que le changement s'opère. Non pas comme une illumination soudaine, mais comme une aube qui se transforme lentement en aube. Elle commence à mieux dormir, à respirer sans culpabilité, à dire non sans s'excuser, à placer sa propre paix au-dessus de l'approbation des autres. Il y a encore des jours difficiles, des jours où les vieux schémas reviennent et où elle se retrouve à essayer de résoudre ce qui ne lui appartient pas. Mais maintenant, elle réalise. Et réaliser est le premier acte de liberté. Car quand on voit, on choisit. Et quand on choisit, le destin n'est plus une prison. Le plus intrigant, c'est que le monde qui l'entoure commence à réagir. Ceux qui ont toujours compté sur elle s'éloignent. D'autres se rapprochent, attirés par cette nouvelle légèreté. Elle comprend que chaque transformation intérieure réorganise l'univers extérieur, que ce qui change à l'intérieur change à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de surprenant se produit. Un jour, au milieu d'une conversation banale, quelqu'un la regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu as l'air différente, plus vivante. » Et pour la première fois, elle y croit. Parce que, enfin, c'est vrai. Le poids n'a pas disparu, mais il a désormais un nom. La douleur n'a pas disparu, mais elle a désormais une voix. Et le silence autrefois étouffant devient un lieu de repos. Mais il y a quelque chose que personne ne sait, quelque chose qu'elle-même ne découvrira qu'au bon moment. La force qui l'a sauvée tout au long de sa vie est la même force qui, si elle n'est pas transformée, peut la détruire. Nous avons pour objectif de 100 000 abonnés, et chaque nouvel abonnement nous permet de continuer à produire des histoires touchantes et transformatrices. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette aventure. Quand l'inconscient décide de parler, il y a des moments dans la vie où le monde semble immuable, mais quelque chose d'invisible en nous change à jamais. C'est subtil au début, presque imperceptible, comme une minuscule fissure dans le verre de la routine. Mais peu à peu cette fissure s'élargit, révélant que rien de ce qui semblait solide ne l'était vraiment. C'est ce qui commença à lui arriver. Après des années à jouer le rôle de la femme inébranlable, la structure interne qui la maintenait debout commença à se défaire, pas soudainement, mais silencieusement, presque doucement, comme si son âme, lasse d'attendre, avait décidé de prendre les choses en main. Carl Jung a appelé ce tournant l'irruption de l'inconscient, quand ce qui a été longtemps refoulé trouve une brèche et émerge, exigeant d'être vu. C'est comme si la vie, généreuse et impitoyable à la fois, disait
Maintenant, vous allez m'entendre. Le plus curieux, c'est que l'éveil ne s'accompagne pas d'applaudissements, mais d'un effondrement. Il se déguise en crise, en perte, en désorientation. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à s'éveiller, non par choix rationnel, mais parce que tout ce qui sommeillait s'est mis à la faire revivre. Un matin, elle se regarda dans le miroir et ne reconnut pas le visage qu'elle voyait. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique, c'était le sentiment d'avoir trop vécu sans vraiment avoir vécu. Le maquillage masquait les cernes sous ses yeux, mais il ne parvenait pas à effacer ce regard lointain, celui de celle qui avait toujours porté le monde. C'est alors qu'elle réalisa le prix de la force et la déconnexion avec soi-même, et elle se demanda, pour la première fois, qui elle serait sans ce poids qu'elle appelait la responsabilité. Combien de fois vous êtes-vous demandé si votre vie vous appartenait vraiment, ou si elle n'était que le reflet des attentes des autres? Cette question résonnait dans son esprit, tandis qu'elle tentait de combler le vide avec des tâches, des listes et des engagements. Mais le vide persistait. Au contraire, il semblait grandir à mesure qu'elle essayait de le contrôler. Jung disait que « ce que nous nions nous domine ». Et de fait, plus elle tentait de s'échapper, plus l'inconscient s'infiltrait, de la manière la plus inattendue. C'est alors que les rêves commencèrent. Au début, ils semblaient aléatoires. Elle se voyait traverser une vieille maison, ouvrant des portes menant à des pièces vides. Dans chaque pièce, un écho, un souvenir, une émotion non résolue. Mais avec le temps, elle comprit qu'il y avait un schéma. La maison était elle-même, un symbole de son monde intérieur. Et chaque porte qu'elle ouvrait était un souvenir verrouillé, attendant d'être découvert. Jung croyait que les rêves étaient des ponts entre le conscient et l'inconscient, et désormais, elle arpentait ce pont chaque nuit, essayant de déchiffrer ce que sa propre psyché voulait lui montrer. Dans l'un de ses rêves les plus hantés, elle se retrouva face à une enfant assise par terre. La fillette l'observait d'un regard fixe et curieux, sans un mot. Il y avait une familiarité troublante, comme si c'était une partie d'elle-même perdue. Alors qu'elle s'approchait, l'enfant dit simplement « Tu as pris ton temps ». Puis elle disparut. Elle se réveilla, le cœur battant, envahie par un étrange sentiment de reconnaissance. Qui était cette fille? Et pourquoi avait-elle l'impression de la connaître si bien? Ces symboles ne sont pas apparus par hasard. Jung dirait que cet enfant était l'archétype de soi, le centre de la psyché qui tente de restaurer l'unité. Et il est curieux de voir comment l'âme trouve le moyen de se faire entendre lorsque l'esprit refuse d'écouter. À chaque rêve, un souvenir remontait à la surface, fragments d'enfance, promesses silencieuses, peurs ancestrales. Et bien que le processus fût douloureux, il avait quelque chose de sacré. C'était comme si chaque souvenir retrouvé rendait une part d'énergie vitale perdue au fil des ans. Mais l'éveil ne se fait pas sans résistance. Certains jours, elle avait l'impression de devenir folle. Elle pleurait sans raison, ressentait de la colère pour tout, un mélange de douleur et de lucidité qui l'épuisait. Parfois, elle songeait à repartir, à revêtir à nouveau le masque d'une femme forte et à aller de l'avant. Mais c'était trop tard. Une fois l'âme éveillée, impossible de se rendormir. Elle a commencé à remarquer des schémas récurrents. Les conversations répétitives, les relations épuisantes, les situations où elle finissait toujours par prendre soin des autres. Tout cela s'inscrivait dans une intrigue qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et pour la première fois, elle a osé se demander « Pourquoi est-ce que je reçois toujours les mêmes histoires ?» La réponse se trouvait entre les lignes de sa propre vie. L'inconscient, tel un scénariste invisible, rejoue sans cesse la même pièce jusqu'à ce que l'acteur principal comprenne l'intrigue. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Changer ou réaliser qu'on a passé sa vie à se faire passer pour quelqu'un d'autre? Cette question commença à la hanter. Et tandis qu'elle cherchait une réponse, son corps se remit à parler. Douleur diffuse, palpitations, nuit blanche. Mais désormais, elle ne voyait plus cela comme une faiblesse, mais comme un langage. Son corps était le messager, pas l'ennemi. Un jour, lors d'une conversation informelle avec une collègue, un événement inattendu se produisit. La femme en face d'elle se plaignit que personne n'apprécie les efforts qu'elle fait pour les autres. Et à cet instant, elle entendit sa propre voix se refléter dans les paroles de l'autre. C'était comme si l'univers lui avait placé un miroir vivant. C'était inconfortable, presque douloureux, mais c'était aussi libérateur, car, à cet instant, elle se vit. Et en se voyant, elle comprit. Le salut qu'elle avait toujours recherché en aidant les autres
était la même prison qui l'empêchait de s'aider elle-même. Jung disait qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, et que regarder dans l'ombre est le véritable acte de courage. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire, non plus en cherchant un coupable, mais en quête de sens. Chaque souvenir, chaque émotion refoulée était une carte. Et cette carte pointait toujours vers le même endroit, le moment où elle a appris à s'effacer pour être aimée. Le plus douloureux a été de réaliser que cette croyance influençait tout, même les petites décisions du quotidien. Elle disait « oui », alors qu'elle voulait dire « non ». Elle donnait des conseils qu'elle avait elle-même besoin d'entendre, et elle acceptait les miettes d'affection comme des banquets, parce que, quelque part, on croyait qu'aimer signifiait durer, qu'être bon signifiait durer, qu'exister signifiait durer, mais durer n'est pas vivre. La prise de conscience de ce schéma ne lui a pas semblé une illumination, mais une perte. Elle a compris qu'elle devait abandonner la version d'elle-même que le monde connaissait pour renaître. Et cette renaissance est douloureuse. C'est comme se déshabiller devant un miroir et voir, pour la première fois, toutes les cicatrices qu'elle a tenté de cacher. Chaque jour, une nouvelle couche d'illusion volait en éclats. La réussite professionnelle perdait de son éclat. L'approbation des autres perdait de son pouvoir. Ses anciens objectifs lui semblaient dénués de sens. Mais, paradoxalement, elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Car, en se débarrassant de tout ce qui était faux, elle commençait à toucher du doigt quelque chose de vrai. L'inconscient est patient mais implacable. Il attend le temps nécessaire pour que la conscience soit prête. Et lorsque le moment arrive, rien ne l'arrête. Elle se remit à rêver, mais les rêves changèrent. Ce n'étaient plus des maisons obscures ni des couloirs vides. Il y avait maintenant la nature, rivières, arbres, montagnes, symbole du renouveau. Jung appellerait cela processus d'individuation, l'intégration des parties perdues, la réconciliation entre qui vous êtes et qui vous prétendiez être. Mais le chemin vers l'intégration n'est pas linéaire. Il y a des rechutes. Il y a des jours où l'ancien soi appelle d'une voix douce, offrant le réconfort du familier, et il est tentant de revenir. Mais quelque chose en elle, peut-être cette nouvelle conscience, ne rentre plus dans ses vieux vêtements. C'est à ce moment-là que quelque chose de totalement inattendu se produisit. Un vieux souvenir, apparemment insignifiant, refit surface pendant un moment de silence. Elle se revit, encore enfant, cachée derrière la porte, écoutant ses parents se disputer. Sa mère pleurait, son père hurlait, et au milieu de cette confusion, la jeune fille pensa « Je dois être sage pour qu'ils aillent bien ». Cette pensée si innocente avait façonné toute sa vie. C'était ce vœu inconscient qui avait donné naissance à sa force. Et, se souvenant, quelque chose en elle dénoua le nœud. La femme forte est née de la fille effrayée. Et peut-être que le véritable acte de force était désormais de permettre à cette fille de parler, non pas avec peur, mais avec une voix. Cette nuit-là, elle ne rêva pas. Mais à son réveil, elle ressentit une étrange légèreté. Le même corps fatigué, la même routine. Mais quelque chose en elle avait changé. Comme si toute sa vie avait été écrite dans une langue ancienne et qu'elle commençait lentement à apprendre à la traduire. Et lorsqu'elle se regarda à nouveau dans le miroir, son reflet ne lui parut plus étranger. Pour la première fois, elle se vit entière, imparfaite, humaine. Et elle comprit qu'elle n'avait plus besoin d'être la forteresse, car la vraie force résidait, finalement, dans la vulnérabilité. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que, tandis qu'elle croyait s'éveiller à elle-même, quelque chose de bien plus profond et ancien commençait aussi à l'éveiller. Quelque chose qui ne venait pas de l'esprit, mais de l'inconscient collectif. Quelque chose que Jung appellerait l'appel de l'archétype. Et cet appel ne faisait que commencer. Quand le corps révèle ce que l'âme a tenté de cacher, le corps est le dernier à abandonner et le premier à alerter. Avant que l'esprit ne puisse l'admettre, il murmure une douleur, une tension et un épuisement inexplicable par des tests. Lorsque l'âme tombe malade, le corps devient le messager de ce qui a été réduit au silence. Carl Jung disait que aucun arbre ne peut atteindre le ciel sans que ses racines atteignent l'enfer. Et c'est peut-être précisément ce que fait le corps. Il nous force à regarder vers le bas, vers les parties que nous nions. Ces dernières années, la science a confirmé ce que Jung avait pressenti il y a plus d'un siècle. Des recherches menées par Institut national de la santé mentale. Des études montrent qu'environ 70% des maladies chroniques sont directement liées au stress et à la répression émotionnelle. Le système nerveux,
lorsqu'il vit en état d'alerte pendant une longue période, commence à se réorganiser pour survivre. C'est comme si l'esprit disait « Je vais bien », mais que le corps, sagement, répondait « Non, ce n'est pas le cas ». Elle l'a découvert à ses dépens. Après des mois à ignorer les signes, elle a commencé à sentir son cœur s'emballer à des moments inattendus, en faisant la vaisselle, sous la douche, ou même en s'allongeant avant de se coucher. Aucun examen n'indiquait de problème. Le médecin a parlé d'anxiété, mais elle sentait que c'était quelque chose de plus profond. Son corps essayait de parler un langage qu'elle refusait d'entendre. C'est alors qu'il a lu une étude du psychologue américain Bessel van der Kolk, auteur de Le corps garde les marques des traumatismes. Dans l'étude, des patients souffrant de traumatismes émotionnels de longue durée ont montré de réels changements dans leur fonction cérébrale. Les zones responsables de la parole se sont éteintes lors de situations stressantes, tandis que les régions associées à la peur sont devenues hyperactives. Autrement dit, lorsque la douleur est trop ancienne pour être racontée, le corps assume le rôle de conteur, et c'est exactement ce qui lui est arrivé. La douleur à l'épaule, qui semblait banale, était le poids d'années passées à maintenir le monde en place. La tension dans sa mâchoire était une colère refoulée. Les migraines survenaient toujours après avoir dit « oui », alors que j'avais envie de dire « non ». Son corps était le journal intime qu'elle n'avait jamais écrit. Un après-midi, en regardant un documentaire sur les neurosciences, elle entendit une phrase qui résonna en elle. Le corps humain est l'inconscient en mouvement. Tout ce que l'esprit ne peut résoudre, le corps l'exécute. Et elle commença à s'observer avec un regard nouveau. Elle réalisa qu'elle tombait toujours malade, au même moment, juste après s'être trop souciée des autres et pas assez d'elle-même, que son énergie chutait lorsqu'elle acceptait des invitations non désirées, que son immunité s'affaiblissait après chaque rupture émotionnelle. C'était comme si son corps était le miroir de ce que son âme ne pouvait plus supporter. Jung appelait ce processus « somatisation de l'ombre ». Ce qui est refoulé dans la psyché cherche une forme d'expression physique. Il mettait en garde, le symptôme n'est pas l'ennemi, mais le messager. L'erreur est de vouloir le faire taire avant d'entendre ce qu'il est venu dire. Et c'est en écoutant son corps qu'elle a commencé à comprendre ce qu'aucune thérapie rapide ne pouvait lui apprendre. La guérison ne réside pas dans l'élimination du symptôme, mais dans la traduction de son message. Il y a quelque chose de presque poétique dans le fait que le cœur, l'organe associé à l'amour, soit le premier à réagir au refoulement émotionnel. Une étude de l'université Harvard a montré que les personnes qui cachent colère et souffrance ont jusqu'à 35% plus de risque de développer une maladie cardiaque, non pas parce que l'amour fait mal, mais parce que l'amour refoulé étouffe. Le cœur est, littéralement, le centre où l'émotionnel devient biologique. Elle a commencé une nouvelle pratique. Avant de prendre des médicaments contre les maux de tête, elle s'est demandé à quoi elle évitait de penser. Avant de se blâmer pour son insomnie, elle a réfléchi à ce qui la rendait agitée. Et petit à petit, elle a commencé à percevoir une tendance. Chaque inconfort physique était un message. Chaque symptôme était un symbole. Jung disait que le symptôme est une tentative déguisée de guérison. Quand le corps parle, l'âme tente de retrouver son équilibre. Mais le plus surprenant, c'est que ce lien entre l'esprit et le corps n'est pas seulement symbolique, il est physiologique. Les neurosciences modernes ont découvert l'existence d'un second cerveau dans l'intestin, composé de plus de 100 millions de neurones, responsable de la production d'environ 90% de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Autrement dit, lorsque vous digérez vos émotions, votre corps les digère littéralement. Et lorsqu'il ne le fait pas, il tombe malade. Elle se souvenait d'une vieille conversation avec son grand-père, un homme simple qui, ignorant tout de Jung, lui disait « Ma fille, le corps parle. C'est juste que nous n'écoutons pas, par peur de ce qu'il va dire. » Sur le moment, elle avait ri. Aujourd'hui, elle comprenait. Le corps parle, mais il murmure. Et ceux qui vivent dans un bruit constant n'écoutent jamais. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle ressentit une douleur familière dans le dos. Au lieu de s'irriter, elle s'arrêta et respira. Elle se souvint des paroles de Jung. Tout ce que l'inconscient essaie de vous dire et que vous n'entendez pas, le corps hurle. Elle ferma les yeux et au lieu de résister, demanda silencieusement « Que veux-tu me montrer ?» Un souvenir lui revint. Elle, enfant, portant de lourds sacs pour aider sa mère pendant que son père regardait la télévision.
C'était toujours elle qui portait le poids, toujours celle qui équilibrait tout. La douleur dans son dos n'était pas physique. C'était un souvenir musculaire d'une enfance où aimer signifiait porter. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal « Le corps ne me punit pas, il me protège, il veut juste que je voie ce que je n'ai pas encore vu. » Et curieusement, lorsqu'il en prit conscience, la douleur commença à s'atténuer. Il existe une statistique que peu de gens connaissent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 60% des personnes qui consultent un médecin pour des symptômes physiques ont des causes émotionnelles non diagnostiquées. Ce n'est pas que la douleur n'existe pas, elle est réelle, mais sa racine est invisible. Et c'est là que la médecine et la psychologie se rencontrent. Jung a dit un jour que la guérison est une intégration. Le corps et l'esprit ne sont pas ennemis. Ils font partie d'une même histoire qui tente de se réconcilier. Au cours des mois suivants, elle commença à traiter son corps avec le même respect qu'elle avait toujours accordé à son esprit. Elle se couchait plus tôt, mangeait mieux et se promenait au soleil. Non pas en quête d'esthétique, mais en quête de réconciliation. Et, petit à petit, quelque chose changea. Son corps cessa d'être un champ de bataille pour devenir un temple où son âme pouvait enfin se reposer. Mais la plus grande révélation survint lorsqu'il réalisa que la douleur n'était jamais le problème, mais le guide. Et que, peut-être, le corps était l'oracle le plus sage que possèdent les êtres humains, car, contrairement à l'esprit, il ne ment pas, ne discute pas, ne rationalise pas, il se contente de montrer. Et ce matin-là, en se regardant dans le miroir, elle comprit quelque chose qui allait tout changer. Le corps qu'elle voyait, avec ses marques, ses cicatrices et ses signes de fatigue, n'était pas l'ennemi. C'était le témoignage vivant d'une femme qui avait survécu à tout sans perdre sa capacité à ressentir. Et cette simple mais profonde prise de conscience réécrivit à jamais le sens de la force. Ce que personne n'imaginait, c'est qu'en comprenant enfin ce que son corps essayait de lui dire, elle réveillerait aussi un souvenir bien plus ancien, un héritage émotionnel qui appartenait non seulement à elle, mais à des générations entières de femmes qui avaient appris à souffrir en silence. Et le corps, une fois de plus, serait la porte ouverte à la découverte de ce que le temps tentait de cacher. Quand l'âme décide de rentrer chez elle, il arrive un moment où le bruit de la vie devient assourdissant. Ce n'est pas le bruit de la rue, ni celui des voix, ni celui des responsabilités. C'est le bruit intérieur de l'excès de contrôle, de pensée, d'exigence. Et c'est là qu'elle en était arrivée. Après avoir traversé les phases de force, de déni, d'effondrement et d'écoute de son corps, quelque chose de nouveau a commencé à éclore en elle. Non pas le désir de continuer à se battre, mais un profond désir de silence. Non pas un silence vide, mais un silence fertile. Carl Jung disait « Qui regarde au-delà rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est cet éveil qui commença à se produire, non pas comme une illumination soudaine, mais comme un lent et inévitable retour à ce qui avait toujours été là. Le silence, autrefois redouté, devint un refuge. Ce n'était pas une absence de son, c'était une présence si intense qu'elle semblait dilater le temps. Elle réalisa quelque chose d'étrange. Plus elle essayait de s'expliquer, moins elle se comprenait. Les mots, qui avaient toujours été son bouclier, lui semblaient désormais superficiels face à ce qu'elle ressentait. C'était comme si j'avais passé ma vie à raconter ma propre histoire sans jamais vraiment l'habiter. Le silence, alors, était une invitation à cesser de décrire la vie, et enfin, à la vivre. Les premiers jours furent pénibles. Le silence raviva des souvenirs, de vieilles voix, des promesses non tenues, des émotions qu'elle croyait déjà surmonter. Son esprit, habitué à être occupé, cherchait à s'évader par tous les moyens. Distractions, réseaux sociaux, travail, conversations superficielles. Mais plus rien ne la comblait. Le bruit du monde perdait son effet anesthésiant. Et c'est là qu'elle réalisa quelque chose d'effrayant et de libérateur à la fois. Ce qu'elle appelait la routine était, en réalité, une échappatoire, l'évasion de la rencontre avec le réel. Jung appelait ce processus retour à la mile, a expliqué que la psyché humaine, submergée par l'ego et les exigences extérieures, a besoin de se retirer pour se reconnecter au soi, ce centre qui donne un sens à toute chose. C'est pourquoi tant de personnes se sentent vides, même lorsqu'elles ont tout. L'ego triomphe, mais l'âme aspire au sens.
Elle commença à remarquer que le monde qui l'entourait semblait programmé pour empêcher cette rencontre. La précipitation, le bruit, la productivité, tout conspirait contre le silence. La société moderne a rendu être en paix presque suspect. Être occupé est devenu un symbole de valeur. S'arrêter est devenu synonyme d'échec. Mais son corps, son esprit et son âme ne pouvaient plus supporter ce rythme. Il était temps d'arrêter. Et lorsqu'elle s'arrêta enfin, quelque chose d'inattendu se produisit. Le temps changea de texture. Le tic-tac des heures s'arrêta. Son esprit, l'espace d'un instant, se tut. Et durant ce bref instant, quelque chose de nouveau apparut. Une sensation d'être présent. Vraiment présent. Ni dans l'attente, ni dans le regret, juste là. C'était simple et, en même temps, profondément transformateur. Jung disait que l'âme parle par symboles, et c'est à travers eux que le silence commença à communiquer. Un oiseau qui se posait sur la fenêtre à la même heure chaque jour. Une vieille chanson qui passait par hasard à la radio. Un parfum d'enfance qui arrivait sans raison apparente. De petits signes qu'elle aurait ignorés auparavant. Maintenant, il semblait des messages venus de quelque chose de plus grand. Elle commença à comprendre que l'inconscient n'est pas un ennemi à vaincre, mais une force à entendre. Que l'intuition n'est pas du mysticisme, c'est du langage. Que les rêves ne sont pas déroutants, ce sont des cartes. Et que le silence n'est pas une fin, c'est une porte d'entrée. Par une nuit pluvieuse, assise sur la véranda, elle se souvint des mots de Jung. L'âme a besoin de solitude pour découvrir ce qu'elle aime vraiment. Puis elle se demanda « Qu'est-ce que j'aime vraiment ?» La réponse ne lui vint pas immédiatement, mais quelque chose en elle s'éveilla. Une chaleur dans sa poitrine, un profond sentiment d'appartenance. Ce n'était pas l'amour de quelque chose d'extérieur, mais de quelque chose d'intérieur. L'amour de la vie elle-même, de l'existence même. Ce sentiment était nouveau, et pourtant familier. Comme si elle avait passé sa vie entière à essayer de retrouver un foyer qui ne l'avait jamais quittée. Et c'est là qu'elle comprit l'ironie. Elle avait toujours recherché la paix, mais la paix n'était jamais une chose à atteindre, mais une chose dont on se souvenait. À partir de ce moment, sa vision des choses a commencé à changer. Le travail a cessé d'être un fardeau pour devenir une expression. Les personnes ont cessé d'être des responsabilités pour devenir des rencontres. Les journées ont cessé d'être des obligations pour devenir des expériences. Ce qui était auparavant une question de survie s'est transformé en présence. Mais le silence avait aussi un prix. Avec lui, la clarté. Et la clarté, parfois, fait mal. Car voir la vérité, c'est réaliser combien de fois elle s'est trahie pour se conformer au modèle des autres. Combien de fois elle a fait taire son propre cœur au nom de l'harmonie. Combien de fois elle a fait semblant de ne rien ressentir pour ne pas perdre le contrôle. Et cette prise de conscience est une autre forme de douleur, non pas physique, mais existentielle. La douleur de se voir sans filtre. Elle pleurait profondément, non pas de tristesse, mais de libération. Chaque larme semblait effacer une couche d'illusion. Pleurer n'était pas signe de faiblesse, mais de reconnexion. Et c'est dans cet état de vulnérabilité qu'elle réalisa quelque chose de profond. Elle n'était plus la femme qui avait besoin d'être forte, elle était celle qui pouvait enfin être entière. La science explique que lorsque nous pleurons, nous libérons de l'ocytocine et des endorphines, des hormones qui réduisent le stress et augmentent le sentiment de bien-être. Le corps pleure pour guérir ce que l'esprit ne peut traiter. C'est le corps, une fois de plus, qui aidait l'âme à gérer ce qu'elle ne pouvait pas traduire. Au fil du temps, le silence cessa d'être un visiteur pour devenir un foyer. Il ne lui demanda pas de s'isoler, mais simplement d'être présente à ce qu'elle faisait. Marcher, cuisiner, respirer, tout commença à avoir un rythme différent. C'était comme si la vie était devenue une méditation continue. Mais curieusement, plus elle gagnait en paix, plus le monde réagissait. Certains commencèrent à prendre leur distance. Ils la trouvaient différente, distante, et elle comprenait ce que Jung voulait dire lorsqu'il affirmait que « il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur ». Son entourage était habitué à son ancienne personnalité, celle qui disait oui, celle qui résolvait tout, celle qui ne se plaignait jamais. Maintenant, elle disait non. Et cela déstabilisait ceux qui bénéficiaient de son déséquilibre. La solitude réapparut, mais cette fois, elle ne fit pas mal. Elle était silencieuse, ferme, presque sacrée. Elle sentait en elle le choix. Elle comprenait qu'être seule n'était pas une absence d'amour.
C'était un espace où le véritable amour pouvait trouver refuge. Un jour, à son réveil, elle ressentit une telle paix qu'elle pleura, non pas d'émotion, mais de reconnaissance. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait plus peur, plus besoin de se presser, plus besoin de se sentir obligée d'être. Il n'y avait que l'être. Et dans cet être, elle trouva ce qu'elle avait toujours cherché, un retour à elle-même. Plus surprenant encore, le monde extérieur commença à changer. Ce qui semblait auparavant chaotique retrouva désormais de l'ordre. Les bonnes personnes commencèrent à apparaître. Le travail s'écoula naturellement. Les coïncidences devinrent trop fréquentes pour être le fruit du hasard. Jung appellerait cela synchronicité, la manifestation extérieure d'une harmonie intérieure. Elle a compris que la vie n'est pas une suite d'événements aléatoires, mais une conversation continue entre le conscient et l'inconscient, et que lorsqu'on cesse de crier, on peut enfin entendre ce que la vie dit. Et c'est dans ce silence que quelque chose d'inattendu se produisit, une rencontre. Non pas avec une autre personne, mais avec quelque chose qui semblait venir d'un autre temps, un souvenir ancestral, le sentiment que cette paix n'était pas seulement la sienne, mais un héritage. Comme si les femmes qui l'avaient précédée, qui avaient vécu silencieuses hélas, pouvaient enfin respirer à travers elle. Elle comprit alors que la guérison n'est jamais individuelle, elle est collective. Chaque fois qu'une femme choisit d'écouter son âme, elle guérit aussi les voix ancestrales, réduites au silence. Et chaque fois qu'un être humain se réconcilie avec lui-même, le monde entier change un peu. Et tandis que le soleil se levait par la fenêtre, elle sourit. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que, pour la première fois, elle savait, elle n'avait plus besoin de résoudre quoi que ce soit. Il lui suffisait d'être. Mais le destin, dans sa subtile ironie, lui réservait une révélation, car le silence qui l'avait guérie cachait aussi quelque chose qu'elle n'avait pas encore perçu, une vérité si profonde que lorsqu'elle refait surface, elle changerait à jamais sa compréhension de l'amour, de la douleur et de l'âme elle-même. La force silencieuse du recommencement. Il arrive un moment où toute recherche cesse, non pas parce que la réponse a été trouvée, mais parce que l'acte même de chercher perd son sens. C'est lorsque l'âme, lasse de lutter contre le destin, décide de se reposer en elle-même. C'est ainsi qu'elle atteignit le terme de ce long voyage, non pas en guerrière victorieuse, mais en personne ayant appris à ne pas lutter contre la vie. La force qui naissait autrefois de l'effort naquit désormais de l'abandon. Et c'est à cet instant, lorsque l'être humain cesse enfin de résister, que la véritable transformation s'amorce. Carl Jung disait que « la vie non vécue est une maladie de l'âme ». C'est l'une des phrases les plus simples, et en même temps, les plus dérangeantes de toute la psychologie des profondeurs, car elle révèle que ce ne sont pas les tragédies qui nous blessent le plus, mais tout ce que nous évitons de vivre par peur. Combien de versions de nous-mêmes restent prisonnières de « plus tard », quand je pourrais, peut-être un jour. La femme qui a passé sa vie à être forte a finalement compris que la maladie qui la rongeait n'était pas la faiblesse, mais l'absence de soi. Le processus de guérison ne fut pas un miracle soudain. Ce fut un lent démantèlement. Chaque croyance, chaque rôle, chaque armure devait être perçue, compris et abandonné. Et cela exigeait du courage. Non pas le courage héroïque que le monde admire, mais le courage discret de se regarder dans le miroir et d'accepter la vérité toute nue, sans fioriture, sans justification, sans culpabilité. Le courage d'admettre que, pendant trop longtemps, on avait vécu pour être ce que les autres attendaient, et non ce qu'on était vraiment. Et c'est là le plus difficile pour tout être humain, reconnaître que ce qui le maintenait en vie, le maintenait également prisonnier. Que la force qui l'a sauvé est la même qui, si elle n'est pas transformée, le détruira. Jung appelait ce processus intégration de l'ombre, la capacité d'affronter ses propres contradictions sans crainte, car ce qui nous sauve, ce n'est pas la perfection, c'est l'intégration. La femme qui vivait autrefois pour les autres marchait désormais lentement, non pas par fatigue, mais parce qu'elle avait appris la valeur du rythme. Le temps cessa d'être une ligne droite pour devenir un cycle. Elle comprit que la vie n'est pas une question d'accomplissement, mais de conscience. Que le véritable amour n'est pas celui qui comble le vide, mais celui qui le rend supportable. Que le pardon n'est pas une absolution morale, mais une libération énergétique. Et qu'être fort ne signifiait jamais ne pas ressentir. Cela signifiait continuer à ressentir, même lorsque le monde le qualifiait de faiblesse. Le plus intéressant,
c'est qu'après s'être réconciliée avec toi, elle a commencé à voir le monde sous un angle nouveau. Les gens ont cessé d'être des menaces ou des fardeaux pour devenir des miroirs. Chaque relation a révélé une part d'elle-même qui avait encore besoin d'être accueillie. Les critiques ne lui faisaient plus autant mal. Le silence ne l'effrayait plus, car désormais, elle savait que tout ce qui vient d'autrui n'est qu'une invitation à regarder ce qui vit encore en elle. Mais la connaissance de soi, si elle ne se traduit pas en action, devient un ego spirituel. C'est pourquoi Jung a tant insisté sur l'individuation comme pratique quotidienne. La conscience sans mouvement est stagnation. Et c'est là que commence le plan pratique, la phase où l'éveil devient un chemin. La première étape est d'observer sans jugement. Cela paraît simple, mais c'est l'une des pratiques les plus transformatrices qui soit. Pendant une journée, observez simplement vos pensées, vos réactions, vos peurs. N'essayez pas de les corriger. Observez simplement. Cet acte d'observation crée une distance salutaire entre vous et vos croyances. C'est le premier signe que l'ego n'est plus le commandant, mais un instrument. La deuxième étape est d'apprendre à faire une pause avant de réagir. La plupart des gens vivent en mode automatique. Quelqu'un dit quelque chose, et nous réagissons. Quelque chose se produit, et nous explosons. Mais la véritable liberté commence lorsqu'on comble l'écart entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace restreint que réside le pouvoir de changer le destin. Jung appelait cela « rendre l'inconscient conscient », car lorsque nous réagissons, nous sommes esclaves d'une vieille programmation. Lorsque nous choisissons, nous devenons créateurs. La troisième étape est de reconnaître ses limites comme une forme d'amour-propre. Pendant longtemps, elle a cru que l'amour était synonyme de sacrifice. Aujourd'hui, elle comprend que le véritable amour repose sur des limites claires. Dire « non » ne signifie pas rejeter l'autre, mais s'honorer soi-même. Et c'est l'un des plus grands défis pour ceux qui ont grandi en croyant qu'être aimé dépendait de plaire aux autres. Les limites sont la porte d'entrée vers la liberté. La quatrième étape est de nourrir le corps et l'esprit avec présence. Manger lentement, respirer profondément, marcher en silence. Ces petits gestes, accomplis consciemment, reprogramment le système nerveux. Le corps apprend qu'il n'est plus en danger, et l'inconscient commence à se détendre. C'est ainsi que le traumatisme se dissout, non par l'oubli, mais par la rééducation. La cinquième étape est de transformer la solitude. En solitude, passer du temps avec soi-même, sans le poids du vide. Lire un livre, contempler le coucher du soleil, écouter sa respiration. La solitude est le berceau de la renaissance. C'est là que l'âme se réorganise. Celle qui craignait autrefois la solitude comprenait désormais qu'être avec elle-même était le plus grand acte d'amour qu'elle puisse accomplir. La sixième étape est créer des rituels symboliques de reconnexion. La psyché humaine réagit davantage aux symboles qu'aux mots. Écrire des lettres qui ne seront jamais envoyées, allumer une bougie en silence, poser la main sur son cœur et remercier pour la survie, ces gestes parlent le langage de l'inconscient. Et l'inconscient, écouter, guérit. La septième étape est d'apprendre à recevoir. C'est le plus dur pour quelqu'un qui a passé sa vie à donner. Recevoir un compliment, un câlin, un coup de main, sans chercher d'excuses, sans le rendre. L'accepter, tout simplement. Car l'amour n'est complet que lorsqu'il coule à flot. Quand on donne et qu'on reçoit à parts égales. Ces pratiques ne sont pas des formules magiques. Ce sont des chemins. Petits, subtils, mais puissants. Chaque jour, à force de les pratiquer, les vieux schémas perdent de leur force. Le corps se détend, l'esprit ralentit, et l'âme trouve enfin l'espace pour respirer. Elle remarqua quelque chose d'étrange. Plus elle se connectait à son propre centre, plus les choses autour d'elle semblaient s'harmoniser. Différentes personnes commencèrent à lui tendre la main. D'anciennes situations commencèrent à se résoudre. Les synchronicités devinrent constantes. C'était comme si la vie avait toujours attendu qu'elle dise « oui », non pas au monde, mais à elle-même. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un après-midi, alors qu'elle se promenait en ville, elle aperçut une femme debout sur le trottoir. Son visage lui était familier. C'était une version d'elle-même, reflétée dans une vitrine. Mais son regard était différent. Il y avait de la sérénité, de la présence, et à cet instant, elle comprit. Il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redevenir celle qu'elle avait toujours été, avant que le monde ne lui dise qui elle devait être. C'est le tournant.
ce que Jung appellerait le réalisation de soi, l'instant où l'âme se souvient d'elle-même, quand le soi fragmenté s'unit à nouveau, quand force et vulnérabilité cessent d'être opposées et deviennent partie d'un même tout. La femme forte ne disparaît pas, elle s'épanouit. Désormais, c'est la femme entière qui chemine, et à partir de ce moment, tout change. L'amour cesse d'être une quête pour devenir un partage. Le travail cesse d'être une obligation pour devenir une expression. La douleur cesse d'être une punition pour devenir un enseignement. Et la vie, enfin, cesse d'être une survie pour devenir un art. Mais la fin de cette histoire apporte un détail inattendu, car au fond, il n'y a pas de fin. Chaque fois que nous croyons avoir trouvé la guérison, la vie nous montre un autre miroir. L'individuation, enseignait Jung, est infinie. C'est le processus qui nous permet de devenir qui nous sommes, et il ne finit jamais. Ce qui change, c'est la conscience, et c'est elle qui transforme la souffrance en sagesse, l'échec en nouveau départ, le silence en prière. Et maintenant, le plan stratégique est simple, mais puissant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément et choisissez un engagement, un seul. Ce peut être quelque chose de petit, mais il symbolise votre nouveau départ. Pardonner à quelqu'un, se reposer, dire non. Choisissez quelque chose et faites-le. Non par discipline, mais par amour. Chaque acte conscient est une graine que l'âme reconnaît, et ces graines, arrosées régulièrement, deviennent les racines de la liberté. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Il suffit de changer votre relation avec vous-même. Le reste suivra, car le monde réagit toujours à l'état intérieur du cœur. Et s'il y a une vérité que ce voyage nous a apprise, c'est que guérir ne consiste pas à devenir la lumière, mais à apprendre à éclairer ses propres ténèbres. Il s'agit de les accompagner, de leur parler, et de comprendre progressivement qu'elles n'ont jamais été nos ennemis. Elles étaient simplement une part de nous-mêmes qui attendait d'être entendues. Elles marchent maintenant en silence, mais ce n'est plus le même silence qu'avant. C'est le silence de la paix, le silence de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, de quelqu'un qui a compris qu'il n'y a pas de plus grande victoire que d'être en paix avec son cœur. Et comme la vidéo se termine, vous êtes également invité à poursuivre ce cheminement, non seulement en écoutant, mais en appliquant. Respirez, regardez en vous et faites le premier pas. La vie s'ouvre toujours à ceux qui ont le courage d'écouter leur âme. Si cette histoire vous a profondément touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces mots. Et, si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires, même anonymement, ce que ce parcours a éveillé en vous. Votre histoire pourrait être le début d'une guérison. Car au final, nous allons tous vers le même but, le retour à la plénitude.